Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le colonel Jacques Baud, ancien membre du service suisse de renseignement stratégique et également un excellent auteur. Merci donc d'être de retour dans l'émission. Merci de m'avoir invité à nouveau. Je voulais donc vous parler de ce qui se passe en Ukraine, car il semble que les défenses aériennes ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Je ne sais pas s'il y a un manque de missiles intercepteurs ou de systèmes patriotes, mais les Russes augmentent désormais le nombre de drones ainsi que de missiles. Rien que l'autre nuit, ils ont atteint un nouveau record, je crois, en lançant 728 drones, plus plusieurs missiles, et de plus en plus parviennent à passer et à atteindre leurs cibles. Je me demandais si vous pouviez en dire plus sur ce qui se passe, quelle est l'ampleur des dégâts et comment analysez-vous la situation? Pensez-vous que l'Ukraine approche d'un point de rupture? Car il semble que moins ils sont capables d'arrêter ces attaques, plus la destruction sur leur territoire s'intensifie. Sommes-nous en train d'entrer dans une sorte d'effondrement qui s'accélère? Ou comment interprétez-vous la situation? En fait, nous assistons simplement à l'évolution ou au développement d'une situation qui a déjà commencé. Je veux dire, en réalité, ça a commencé, on pourrait dire, il y a un an. Mais pour être honnête, cela remonte plus loin, car tout a débuté en octobre 2022, lorsque le général Surovikin, le commandant de toutes les forces russes en Ukraine, a déclaré qu'à partir de ce moment-là, c'était d'ailleurs le 18 octobre, il a dit qu'à partir de ce moment, il ne mènerait plus de grandes opérations au sol, mais qu'ils allaient user systématiquement et méthodiquement les capacités ukrainiennes. Et c'est exactement ce qu'ils font. L'approche russe a été progressive. Au lieu de frapper immédiatement avec toute leur puissance maximale, comme les Américains ont tendance à le faire, les Russes procèdent de manière progressive. Et en fait, si l'on regarde l'ensemble du conflit depuis son début le 24 février jusqu'à aujourd'hui, on peut constater, au tout début, et vous vous en souvenez peut-être, les Russes ont avancé très rapidement à travers les défenses ukrainiennes, au point d'atteindre Kiev. Et en réalité, il n'y avait presque pas de combat à ce moment-là. Le principe utilisé par les Russes à cette époque était un principe qu'en allemand on appelle fließendes Wasser. Cela signifie « eau qui coule ». Autrement dit, on ne s'arrête pas devant une place forte, une zone fortifiée ou des choses de ce genre. Vous le contournez et vous avancez en profondeur sur le territoire ennemi. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, presque sans combattre. Ils voulaient parvenir à un accord politique. C'était ça, l'objectif à ce moment-là. Et cela a effectivement conduit aux négociations d'Istanbul. Ensuite, lorsque les Européens ont interrompu ce processus, et l'ont clairement montré en fournissant des armes, du renseignement et tout le reste, nous avons vu que la Task Force Dragon, basée à Wiesbaden, a fourni des renseignements aux Ukrainiens. En même temps, toutes ces pièces d'artillerie affluaient en Ukraine, les M767, les César, etc. Les Russes ont compris que les Européens étaient déterminés à poursuivre la guerre. Et donc, ils ont changé d'approche. Au lieu d'essayer d'exercer une pression politique pour obtenir un résultat politique, ils ont décidé d'user les forces armées, d'atteindre la démilitarisation, non pas par la politique, mais par la voie militaire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Nous avons observé cette évolution au fil des années, depuis octobre 2022. Il est également intéressant de noter que les Russes, car souvenez-vous, ils considèrent toujours la guerre comme la politique poursuivie par d'autres moyens, ou la continuation de la politique par d'autres moyens, ne veulent pas détruire complètement l'Ukraine. Ils veulent exercer une pression, puis une pression supplémentaire, et ainsi de suite.
Ils considèrent toujours la guerre comme une opportunité d'augmenter encore la pression. Ainsi, ils ne commenceront pas immédiatement par tout détruire, mais ils le feront progressivement afin d'inciter les Ukrainiens, et bien sûr les Occidentaux, à s'engager dans des négociations. C'est exactement ce que nous observons actuellement. Maintenant, le problème, c'est qu'au fil du temps, nous constatons que ni les Ukrainiens ni les Européens ne sont prêts à faire la moindre concession, ni même à entrer dans le processus de négociation que Trump avait tenté de mettre en place. En conséquence, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que les Russes intensifient la pression sur l'Ukraine afin de les forcer à entrer dans des négociations. Et tout tourne autour de cela. Et vous remarquez qu'en fait, les Russes, en termes de capacité, d'armement, de logistique et tout cela, pourraient mener des opérations en profondeur comme ils l'ont fait en février 2022. Cela ne poserait aucun problème. Mais ce n'est pas l'objectif. Désormais, l'objectif n'est plus simplement d'atteindre un objectif politique et d'obtenir cette démilitarisation politique, si je puis dire. Ils veulent obtenir une démilitarisation physique. Et ils utiliseront cet outil pour pousser les Ukrainiens et les Européens jusqu'à leur dernière limite, afin que, une fois, et c'est là où nous allons, qu'à un moment donné, les Russes n'aient plus d'autre choix que de négocier. Depuis octobre 2022, ils ont toujours eu le choix, mais ils ont choisi de ne pas négocier. Mais il viendra un moment où ce choix n'existera plus. Ce faisant, les Russes, en réalité, épargnent la vie de leurs propres soldats. C'est exactement ce qu'a dit le général Surovikin à l'époque. L'objectif était de détruire physiquement le potentiel militaire ukrainien tout en préservant le potentiel russe. C'est exactement ce qu'ils font. Ils ne sont pas pressés de prendre du territoire, car ce n'est pas le but. Le territoire qui est pris l'est simplement parce que les combattants n'y sont plus. Ils essayent, en fait, si l'on regarde toutes les batailles que nous avons vues à divers endroits, Bakhmut et ailleurs, d'attirer les Ukrainiens dans des poches de feu pour les détruire systématiquement. Une fois que la poche a été ouverte et que son contenu, si l'on peut dire, a été détruit, alors les Russes peuvent avancer. Mais l'idée n'est pas de prendre du territoire. L'idée est de détruire le potentiel ukrainien. Et je pense que c'est une énorme erreur que commettent les analystes et les analystes militaires. Je n'ose pas les appeler stratèges. Si nous avions compris cela dès le début, nous aurions pu sauver de nombreuses vies ukrainiennes. Mais en réalité, nous continuons à dire que l'objectif des Russes est de prendre du territoire. Et par conséquent, nous avons tendance à forcer l'Ukraine à défendre chaque mètre carré. Et c'est exactement ce que veulent les Russes. Car c'est là qu'ils peuvent utiliser leur artillerie et leurs moyens pour détruire l'équipement. Ils font exactement la même chose, en fait, dans les zones arrières de l'Ukraine. Et vous avez vu ces derniers mois que, notamment, les Allemands ont annoncé qu'ils allaient déplacer une partie de leur industrie d'armement en Ukraine. Et Rheinmetall, en particulier, a un accord avec l'Ukraine pour installer des usines sur le territoire ukrainien. Par conséquent, les Russes sont également, de ce fait, en train d'épuiser le potentiel européen. Il s'agit donc d'une stratégie extrêmement élaborée du côté russe, qui dans une certaine mesure s'est mise en place parce que nous ne voulons pas comprendre cela, parce que nous ne voulons pas écouter les Russes. En fait, les Européens ont fait exactement ce que les Russes. Eh bien, ils n'auraient pas pu espérer une meilleure situation, car désormais, l'armée ukrainienne est systématiquement détruite. Et il y a une sorte d'effet boule de neige, car moins ils peuvent gérer et utiliser de matériel. Nous avons exactement ce que Zelensky disait autrefois, et certains responsables ukrainiens l'ont également affirmé. C'est bien de nous envoyer des armes, mais ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des armes.
But what we need are not weapons, this is troops, because we don't have the people to put with those weapons. Il s'agit de troupes, car nous n'avons pas assez de personnes pour utiliser ces armes. Nous sommes donc actuellement dans un processus où les Russes ne se contentent pas d'épuiser l'équipement, le matériel et les troupes ukrainiens, mais ils empêchent également, d'une certaine manière, que le nouvel équipement, même s'il arrive en Ukraine, soit utilisé, car personne ne sera en mesure de s'en servir. Voilà ce à quoi nous assistons. Et je pense que les Russes ont parfaitement géré cela. Nous sommes exactement dans ce processus. Nous ne sommes probablement pas encore au point de rupture, mais nous allons arriver à un moment où l'Ukraine n'aura absolument plus le choix. Elle sera contrainte de négocier. Et nous voyons que ce moment approche, car nous constatons maintenant qu'il y a eu ces appels entre Macron et Trump avec Poutine. Ils n'ont pas encore compris que même s'il y a une négociation, ils n'ont plus la liberté d'en négocier les termes. Car désormais, il est clair que ce sont les Russes qui définiront les conditions. Et c'est cela qu'ils n'ont pas compris. Plus ils attendent, moins ils seront en mesure de négocier les termes de quelque accord que ce soit. Ils peuvent probablement encore, à ce stade, décider qu'ils ne veulent pas négocier, mais il viendra un moment où ils n'auront plus le choix de discuter ou de négocier le contenu d'une négociation. Et ils ne pourront même plus négocier s'il doit y avoir une négociation ou non, car il n'y aura plus d'alternative à la négociation. Cela me rappelle, en ce qui concerne le territoire, que cela ressemble à un dilemme, car en 2019, je crois avoir vu ce rapport du RAND, qui est le groupe de réflexion de la communauté du renseignement américaine, où il était expliqué que le conflit en Ukraine était un bon moyen d'user la Russie en drainant ses ressources. D'un autre côté, il était aussi précisé que si une guerre à grande échelle éclatait, le problème serait que l'Ukraine pourrait perdre des territoires stratégiques, ce qui constituerait une perte. Tant qu'il pouvait maintenir une guerre et user progressivement la Russie en utilisant les Ukrainiens, c'était un avantage. Mais la perte de territoire stratégique deviendrait un inconvénient. Donc, si vous êtes assis au Kremlin, vous pourriez penser que prendre du territoire crée une pression sur l'Occident pour négocier. Mais il devient également plus difficile, semble-t-il, de négocier à mesure que la perte de ces territoires modifie une partie du paysage stratégique. Je suis toutefois d'accord sur le fait que l'objectif principal de la Russie est bien sûr de détruire l'adversaire, car il s'agit désormais d'une guerre d'usure. Mais cela me ramène à mon premier point. Combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir? Parce qu'elle ne peut plus reconstituer une armée maintenant. On parle de conscription, d'élargir la conscription. Je sais que l'ancien conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovich, a fait remarquer que bientôt ils commenceront probablement à parler plus ouvertement de la conscription des femmes. Mais cela limite le nombre de personnes que l'on peut mobiliser. Cela limite aussi la quantité d'armes supplémentaires qui peuvent être envoyées. Si vous n'avez pas de défense aérienne adéquate, elles peuvent être détruites, j'imagine. Pensez-vous que cela va encore durer longtemps? Je crois avoir sous-estimé la résilience de l'Ukraine. Ils sont engagés dans ce combat depuis plus de 3 ans, subissant de lourdes pertes, mais cela ne peut sûrement pas durer éternellement. Nous devons faire attention lorsque nous parlons de... Bien sûr, l'Ukraine est résiliente, mais en même temps, elle l'est probablement aussi parce qu'il y a évidemment de la propagande qui masque le nombre de victimes. Je veux dire, l'Ukraine saigne, et saigne abondamment, mais apparemment, même les Ukrainiens ne savent pas vraiment combien de personnes sont mortes. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la population à ce sujet. Bien que nous sachions que beaucoup de gens accepteraient maintenant d'abandonner, presque la moitié de la population serait d'accord pour céder tous les territoires déjà occupés par la Russie afin de parvenir à une sorte d'accord avec la Russie.
and to achieve some kind of an agreement with Russia. In any case, the problem is it's always difficult. Quoi qu'il en soit, le problème est qu'il est toujours difficile d'évaluer la résilience ultime, si l'on peut dire, car cela dépend du niveau de conflit que l'on souhaite atteindre. Rappelez-vous qu'à l'époque soviétique, il existait déjà certains types de mouvements de guérilla et de résistance, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 1960. Ces mouvements opéraient en Ukraine, avec l'aide d'ailleurs principalement des États-Unis, mais aussi des Français et des Britanniques. Ils sont donc habitués à ce type de guerre de guérilla, et c'est probablement vers ce genre de conflit que la situation pourrait évoluer, vers un type de conflit différent. Et lorsque l'on aborde ce type de conflit, regardez par exemple Israël et Gaza. Look at Israel and Gaza, for instance. You see, even if Gaza. Vous voyez, même si Gaza est bien plus petite, avec nettement moins de capacité que l'Ukraine, elle a tout de même réussi à tenir Israël en échec. Cela signifie que pour l'Ukraine, si l'on suppose un passage de la guerre conventionnelle à une forme de guerre non conventionnelle ou de guérilla, cela pourrait certainement durer très longtemps. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que les Ukrainiens, dans leur ensemble, soient aussi déterminés que les Palestiniens à continuer le combat, car les Palestiniens sont résolus à conserver leur territoire. Les Ukrainiens, là encore, il est important de prendre en compte l'histoire récente, car pour beaucoup d'Ukrainiens, l'Ukraine faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Ukraine used to be part of Soviet Union. A big part of Ukraine is Russian speaking. Une grande partie de l'Ukraine est russophone, ce qui signifie que, pour de nombreux Ukrainiens, l'idée d'unité nationale a une signification complètement différente de celle que l'on pourrait avoir en Norvège, en France ou même en Suisse, malgré les différentes ethnies présentes en Suisse. Cela s'explique par le fait que le pays s'est construit sur 700 ans, et en France, c'est presque la même chose. Ce qui veut dire que le sentiment d'unité nationale, la notion même de nationalité comme concept fondamental, est très différent dans la vieille Europe par rapport à ce que l'on peut trouver en Ukraine, par exemple. Et probablement, lorsque nous parlons d'ultranationalistes et de tout cela, nous parlons d'une fraction de la population ukrainienne. Ces personnes sont sans doute plus enclines, disons, à défendre et à se battre pour ce qu'elles considèrent comme leur véritable territoire. Elles n'ont jamais considéré les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine comme leur territoire. Et cela aussi est très important. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon dernier livre sur les guerres secrètes en Ukraine, où j'expliquais que dans les années 1950, et j'ai des cartes réalisées par la CIA à la fin des années 50, qui montrent où se trouve la plus grande population ukrainienne. C'est très intéressant parce que cela correspond, si l'on regarde les différentes élections qui ont eu lieu récemment en Ukraine, cela correspond exactement à la carte dessinée par la CIA dans les années 50. Cela signifie que le noyau du nationalisme ukrainien ne se trouve pas au centre de l'Ukraine. Il est clairement à l'ouest de l'Ukraine. Et c'est assurément une partie de l'Ukraine que les Russes ne cherchent pas à prendre. Quand on écoute Vladimir Poutine, il parle toujours de la Novorossiya. La Novorossiya est composée des 4 oblasts, ceux qui sont actuellement plus ou moins, disons à 70% ou 80% sous contrôle russe, qui sont Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk. Mais en plus de cela, lorsque vous parlez du concept de Novorossiya, vous y ajoutez les oblasts d'Odessa, de Nikolaïev, de Dnipropetrovsk et de Kharkov, donc 4 oblasts supplémentaires. Et souvenez-vous de ce qu'Alexei Arestovitch a dit récemment. Il a dit que si nous ne négocions pas maintenant, il est probable que les Russes ajouteront 4 oblasts supplémentaires à ce qu'ils possèdent déjà. Et c'est exactement cela. C'est là que nous arrivons à la définition de la Novorossiya. Mais les Russes n'ont jamais explicitement déclaré vouloir aller au-delà du Dniepr, je veux dire, dans la partie nord, dans la partie occidentale de l'Ukraine, si vous voulez,
car c'est la région la plus nationaliste et probablement la plus difficile à intégrer, surtout si l'on considère la possibilité d'un changement dans le type de guerre que nous pourrions avoir. C'est pourquoi, à mon avis, c'est très important. L'Ukraine peut probablement supporter davantage d'épreuves. Et souvenez-vous que la Russie, ou l'Union soviétique à l'époque, a enduré bien plus de souffrances pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les Ukrainiens peuvent sans doute endurer davantage. Le problème, c'est qu'il y a un moment où l'on commence à réfléchir à ce qui est en jeu. Quand on parle de nationalité, d'intérêt national, ou de tout ce que l'on met derrière ce mot, cela doit avoir un sens. Et pour beaucoup d'Ukrainiens, l'Ukraine telle que nous la connaissons, avec les frontières de 1991, n'est probablement pas exactement ce que tous les Ukrainiens ont en tête. Et c'est précisément là que nous pouvons avoir une approche différente. Et les Russes pourraient vouloir parvenir à un accord avant d'atteindre le Dniepr. Probablement pas dans ce sens-là. Ils voudront peut-être aller jusqu'à Odessa. C'est possible. Et cela pourrait être un résultat probable si l'on écoute Medvedev. Donc, cela pourrait ressembler à cela. Mais ils ne veulent certainement pas aller dans la partie occidentale du pays. C'est pourquoi ils augmentent probablement la pression sur Kiev pour négocier avant d'être eux-mêmes contraints de négocier. Parce qu'à un certain moment, en supposant qu'il n'y ait pas de négociation, l'Ukraine va certainement rétrécir, si je puis dire. Mais il y a une limite que les Russes ne veulent pas franchir, car on entre alors dans la partie très nationaliste de l'Ukraine, et ils ne veulent pas s'engager dans une sorte de guérilla sans fin. Ils veulent s'arrêter avant cela. Par conséquent, il existe un point d'équilibre où tant les Ukrainiens que les Russes trouveront probablement nécessaire de se rendre à la table des négociations. Et c'est probablement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, vous avez mentionné le rapport de la Rand Corporation sur l'extension de la Russie, publié au printemps 2019, où le point intéressant dans ce rapport, car, comme vous l'avez justement dit, ils affirmaient que tenter d'affaiblir la Russie pourrait en fait conduire à sacrifier l'Ukraine dans une certaine mesure. Mais ce qui est très intéressant dans ce document, c'est qu'ils disent que, très probablement, l'évaluation que nous avions à l'époque sur la Russie était erronée, et que la Russie dispose probablement de capacités et de moyens bien plus importants que ce que nous avions tendance à estimer à ce moment-là. Et c'est un point très intéressant parce que, comme vous le savez, et comme vous l'avez justement dit au début de cette réunion, j'ai travaillé dans le renseignement stratégique et j'ai toujours dit que la pire erreur que l'on puisse commettre en temps de guerre, c'est de sous-estimer son ennemi. Et c'est exactement ce que nous avons fait, parce que nous voulions présenter la Russie comme un État faible, prêt à s'effondrer, et tout cela. Et souvenez-vous de tout ce que nous avons entendu depuis février 2022, avec toutes les sanctions et tout le reste. Et cela montre qu'en réalité, nous avons poussé l'Ukraine dans un conflit où l'ennemi était en fait bien plus fort que ce que nous avions présenté aux Ukrainiens. Et ce n'est pas seulement une erreur, c'est, je dirais, presque criminel. Oui, mais ça n'a pas vraiment changé la stratégie, on dirait. Nous continuons à nous battre comme si rien n'avait changé. Pourtant, certains aspects de la guerre ont évolué de façon spectaculaire au fil du conflit. Je veux dire, au début, il y avait à peine des drones. Il semble que les Européens misent simplement sur la fourniture de plus de drones bon marché, en espérant que ces drones pourront saigner, enfin, tuer des soldats russes, mais aussi épuiser leur équipement militaire coûteux. Du côté russe, il ne semble plus que ce soit une préoccupation majeure, c'est-à-dire les drones. Comment voyez-vous l'évolution de la guerre?
les Européens s'accrochent-ils à des illusions, ou bien cette stratégie consistant à fournir autant de drones que possible est-elle une bonne approche? Vous savez, c'est intéressant parce que, tout d'abord, il faut se rappeler que le premier drone a été conçu ou imaginé pendant la Première Guerre mondiale. En fait, de façon surprenante, bien sûr, il n'était pas conçu comme il l'est aujourd'hui. Mais la première bombe guidée, une bombe guidée par télévision, est apparue pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui existe en réalité en bien plus grand nombre. Et tout cela. Et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces technologies étaient plus ou moins expérimentales. Mais, je veux dire, la technologie n'est pas nouvelle. Et il y a une tendance, lorsque nous voyons une nouvelle technologie, à penser qu'elle va dominer le champ de bataille. C'était la même chose avec le char d'assaut. C'était la même chose avec les avions. C'était la même chose avec l'artillerie guidée, les missiles et tout cela. Le fait est que, quel que soit le type d'équipement dont vous disposez, il ne peut être efficace que s'il est bien intégré dans un concept de bataille solide et cohérent, dans une doctrine, si vous préférez. C'est en fait la faiblesse des Ukrainiens. Ils peuvent avoir un certain nombre de drones, mais on ne peut pas gagner une guerre uniquement avec des drones. Tout comme on ne peut pas gagner une guerre uniquement avec l'aviation, ou seulement avec des chars. Il faut que cela soit complété par autre chose. Et toute cette approche du champ de bataille doit être cohérente. C'est, en essence, ce que les Allemands ont réellement mis en œuvre avec ce qu'on appelle la Blitzkrieg, qui en réalité n'a jamais été un terme officiel allemand, mais passons. Mais ces opérations interarmes, c'est précisément le secret de leur succès. On peut alors jouer avec différents types d'armes réunies dans un même concept. Et votre outil, ce ne sont pas les armes individuelles, mais toutes les armes combinées. Et c'est exactement la différence que l'on observe si l'on regarde le champ de bataille, la différence entre les Ukrainiens et les Russes. Les Russes ont une approche de l'art opératif à grande échelle et une approche globale du champ de bataille. L'artillerie, l'infanterie, les chars, les drones, tout cela est combiné en un seul système. Ils ont une approche systémique du champ de bataille. Tandis que les Ukrainiens, pour diverses raisons, notamment le fait qu'on leur a fourni du matériel qu'ils ne pouvaient pas intégrer à leur doctrine, car ce matériel était tellement différent, tellement spécifique dans son utilisation, ont eu des difficultés. Regardez par exemple l'artillerie. L'artillerie russe repose toujours sur l'idée d'utiliser des tirs massifs d'artillerie pour soutenir les chars, l'infanterie et tout le reste. Or, le M777 américain ou le Khazar français qui ont été fournis aux Ukrainiens ne sont pas conçus selon ce type de doctrine. C'est complètement différent. Je veux dire, on pourrait probablement mieux décrire cet équipement comme faisant partie de l'artillerie de précision, c'est-à-dire qu'il s'agit d'armes extrêmement précises que l'on peut utiliser pour détruire une cible très spécifique. Il n'est pas nécessaire d'avoir un tir massif. Il suffit de connaître les coordonnées de l'objectif et on le détruit en un seul coup. C'est comme un tireur d'élite, si vous voulez. Le problème, c'est que si je prends l'analogie entre un tireur d'élite et une mitrailleuse, vous comprenez que ce sont deux choses différentes. Le tireur d'élite peut éliminer une seule cible avec une grande précision, proprement, tandis que la mitrailleuse n'a pas forcément besoin de tuer. Mais la mitrailleuse fournit un feu si massif qu'il est impossible d'avancer face à elle. L'utilisation de ces armes est en réalité complémentaire. Et c'est exactement la même chose avec l'artillerie. Ainsi, les Ukrainiens avaient une conception de l'artillerie qui, au début de la guerre, était très proche de celle des Russes. Soudainement, ils se sont retrouvés avec des armes
qui n'étaient pas conçus pour atteindre un très haut taux de tir. Je veux dire, en Afghanistan et en Irak, les Américains tiraient environ 700 obus d'artillerie par jour. Alors qu'au début de la guerre, en 2022 ou à peu près, en Ukraine, les Russes tiraient environ 40 000 obus d'artillerie par jour. Nous sommes donc face à deux concepts très différents. Et le problème, c'est que les Ukrainiens n'ont jamais été en mesure d'intégrer le concept européen de l'artillerie dans leur propre doctrine opérationnelle. Par conséquent, les Ukrainiens n'ont jamais réussi à disposer d'un système sur le champ de bataille. Ils ont beaucoup d'armes, c'est en quelque sorte un patchwork de différents armements, mais ils ne sont pas reliés de manière cohérente dans un système. Cela s'applique aussi aux drones. Si l'on regarde du côté russe, ils avaient déjà des drones auparavant, mais maintenant, ils ont intégré le drone. Je veux dire, il faut faire ici une distinction entre les drones utilisés pour ces frappes stratégiques, comme tous les drones Geran, qui sont utilisés chaque nuit avec des missiles contre des cibles en profondeur en Ukraine. C'est une chose. Mais maintenant, si l'on se concentre uniquement sur le champ de bataille et ce qui s'y passe, on constate que les Russes ont réussi à mieux intégrer les drones, les petits drones FPV et autres, dans leur structure de commandement et de contrôle, que les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont encore des structures de commandement séparées pour les drones et les autres unités. Et c'est là qu'il existe une faiblesse fondamentale en Ukraine. Car les Européens et les Occidentaux ont mis l'accent sur la fourniture de nombreux types d'armes différents, mais ils ont presque négligé l'intégration de ces armes dans un système unifié. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup de drones, et ils détruisent probablement beaucoup de choses, et ils tuent probablement beaucoup de Russes. C'est possible, mais ils ne sont pas intégrés dans un système qui, à lui seul, est capable d'assurer le succès. Parce qu'au final, le succès opérationnel n'est pas simplement la somme de tous les succès tactiques. Il n'y a pas de relation linéaire. Ce n'est pas parce que tous vos bataillons réussissent que vous aurez un succès opérationnel, et ainsi de suite jusqu'au niveau stratégique. En fait, il existe une relation non linéaire entre les succès. Et c'est exactement ce que les Russes ont compris. Et c'est exactement ce que nous avons vu, par exemple, au tout début de ce conflit avec Poutine, menant des opérations profondes et pénétrantes en Ukraine. Même si celles-ci n'ont pas fait beaucoup de victimes, elles ont eu un effet multiplicateur sur les décisions prises par l'Ukraine. Car au final, Zelensky a été contraint à ce moment-là d'entrer en négociation, même s'il n'avait pas subi autant de pertes qu'aujourd'hui. Nous voyons donc qu'il existe ici deux approches différentes. Nous, en Occident, avons tendance à considérer le succès comme quelque chose de linéaire, que l'on peut additionner. Cela se résume simplement au nombre de kilomètres carrés que l'on protège ou conserve et au nombre de personnes tuées. Du côté russe, ils ont une approche du conflit beaucoup plus qualitative. Cela signifie que pour eux, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de monde. Ils ne prennent pas de risques avec leurs propres hommes. Leur objectif est de détruire le potentiel ukrainien. Mais cela n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres carrés qu'ils gagnent. Et cela peut ne pas être le cas du tout. Je veux dire, dans le meilleur des cas pour les Russes, les Ukrainiens essaieraient de reprendre du territoire, et les Russes se contenteraient de les attendre et de les anéantir. Ils n'ont pas besoin de tenir le terrain. Nous avons donc une approche totalement différente du champ de bataille. Et cela, je pense, est quelque chose que l'Occident, parce que l'Occident, en menant des guerres en Afghanistan, en Irak et ailleurs, a perdu la capacité de comprendre le niveau opérationnel de la guerre. Ils mènent des guerres tactiques. Et c'est une faiblesse fondamentale de l'armée occidentale.
Alors que les Russes ont toujours accordé de l'importance au niveau opérationnel, et il est également intéressant de noter qu'ils l'appellent « art opératif ». C'est plus que la guerre, c'est un art opératif. C'est un art, pas seulement une technique. La tactique relève du niveau technique, ils ne s'en désintéressent pas, mais ils le considèrent comme un niveau très mécanique, si l'on veut. Alors que l'art opératif est précisément l'endroit où il faut avoir des concepts, où l'on peut exprimer, disons, son imagination, sa créativité, si je peux utiliser ce mot dans ce contexte. L'art opératif est le cœur de la pensée militaire en Russie. Et pour y parvenir, il faut disposer d'un système que l'on peut utiliser. On ne peut pas simplement utiliser des chars, ou seulement des drones, ou ceci ou cela. Cela doit être un système. Et donc, lorsque nous examinons le conflit ukrainien et que nous observons le camp ukrainien, ils ont tendance à s'appuyer exclusivement sur les drones. Encore une fois, je peux me tromper, je n'ai pas de boule de cristal, mais à mon avis, cela ne favorise pas la réussite. C'est une sorte de satisfaction temporaire, disons, parce que vous détruisez ceci ou cela, mais vous n'obtenez pas de succès opérationnel. Vous pouvez avoir de nombreux petits succès tactiques, mais ils ne se traduisent pas par quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années en Ukraine. Donc oui, le champ de bataille a changé. Oui, aujourd'hui, on met davantage l'accent sur les drones. Mais du côté occidental, je pense que nous n'avons pas tiré parti des drones dans une compréhension plus globale du champ de bataille. Savons-nous autre chose sur la stratégie russe? Parce que, eh bien, au moins il semble en avoir une sur le champ de bataille. Non seulement ils dominent désormais avec leur puissance aérienne, mais il semble qu'à plusieurs endroits sur les lignes de front, certaines positions sont en train de céder. Les Russes ont constitué une force très puissante. Beaucoup de véhicules blindés sont envoyés à l'arrière. Attendent-ils que la ligne de front cède pour en tirer un maximum d'avantages? Ou s'agit-il simplement de renforcer leurs capacités au cas où le conflit s'étendrait et qu'ils se retrouveraient en guerre directe avec l'Occident? Je remarque un peu ce dont vous parliez plus tôt également, qu'ils ne sont pas toujours pressés de prendre du territoire. Je vois qu'ils forment souvent des chaudrons qu'ils pourraient complètement refermer. Mais à la place, ils semblent attendre que les Ukrainiens continuent d'envoyer des hommes dans le chaudron pour tenir des positions stratégiques. Et ils s'en servent plutôt comme une occasion d'épuiser les forces ennemies. Mais j'imagine que, dans une perspective plus large, que sait-on de l'approche de la Russie, à part essayer de, oui, détruire? Eh bien, encore une fois, c'est une guerre d'usure. Donc en plus de détruire le matériel militaire et les soldats ukrainiens contre lesquels ils se battent, vous voyez, si on simplifie à l'extrême, l'approche russe, et souvenez-vous de ce qu'a dit Vladimir Poutine le 24 février 2022, il a dit « Nous avons 2 objectifs, la démilitarisation et la dénazification ». À ce moment-là, ça signifiait quelque chose de très tactique, ou probablement tactico-opérationnel si vous voulez à ce stade. Aujourd'hui, c'est le même objectif, mais cet objectif s'est déplacé vers quelque chose de plus stratégique. Et si l'on poursuit cette logique, on voit que s'il n'y a plus d'armée ukrainienne, alors il n'y aura plus de demande d'adhésion à l'OTAN. Vous voyez, je simplifie beaucoup, mais je pense que c'est probablement un peu comme cela que les Russes perçoivent le problème. Ils disent « Eh bien, vous voulez continuer à vous battre? Très bien, mais alors nous détruirons tout. » Et si vous voulez rejoindre l'OTAN, il ne restera plus rien pour en faire partie. Encore une fois, c'est une simplification de la pensée russe. Mais cela va un peu dans ce sens.
On peut constater que les Russes ont procédé de manière extrêmement progressive et qu'ils ont accru la pression. Aujourd'hui, nous avons vu qu'ils ont intensifié leurs opérations en profondeur stratégique de l'Ukraine, avec toutes ces frappes sur Jytomyr et d'autres endroits en profondeur et dans la partie occidentale de l'Ukraine. Nous voyons que cela s'est intensifié. Le nombre de drones et de missiles a considérablement augmenté, ce qui signifie que les Russes sont déterminés à accroître cette pression jusqu'à ce que, encore une fois, l'Ukraine soit contrainte de négocier. Nous avons une chance. Et en même temps, ils épuisent systématiquement ce que vous avez en première ligne. Cela a deux implications. La première, évidemment, c'est que cela affaiblit la ligne de front et le front de bataille, pour ainsi dire. Mais il y a un effet secondaire. Pour continuer à se battre, les Ukrainiens doivent recruter davantage de personnes, et en recrutant des gens de force. Car maintenant, on voit que les Ukrainiens ne veulent pas aller se battre. Récemment, je n'ai pas la référence en tête, mais c'était même dans les médias ukrainiens d'ailleurs. Ils ont dit environ 80% des nouvelles personnes envoyées sur la ligne de front aujourd'hui sont recrutées de force. 80%. Cela signifie que ces personnes, tout d'abord, ne sont pas vraiment prêtes au combat, dans le sens où elles ne sont pas suffisamment formées pour se battre. Ils ne sont probablement même pas prêts à se battre. C'est ça le problème. À l'arrière, il y a une population de plus en plus en colère contre le gouvernement, précisément parce que leurs fils, leurs maris, leurs pères sont recrutés de force. Et si vous regardez toutes les petites vidéos que l'on voit sur Telegram montrant ce recrutement forcé. D'ailleurs, il existe désormais une loi en Ukraine qui interdit d'enregistrer ces recrutements parce qu'ils constatent que cela a un impact décisif sur la population. Et dans mon livre « Guerre secrète en Ukraine », j'ai noté que maintenant, dans la partie de l'Ukraine contrôlée par Kiev, il y a, bien sûr, des mouvements de résistance russes. Ils existent et ils se battent. Je veux dire, il s'agit plutôt d'actions de sabotage et de choses de ce genre. Il y a cela. Mais il existe aussi des mouvements de résistance ukrainiens dans la zone contrôlée par Kiev. Et la principale raison pour laquelle ces mouvements luttent contre le régime de Kiev, c'est précisément la conscription forcée. Et au final, c'est très intéressant. Certains de ces mouvements coopèrent avec les mouvements de résistance russes. Ils transmettent des informations aux Russes. Et ces mouvements, même s'ils sont, je dirais, ethniquement, si vous me permettez l'expression, ethniquement différents, et qu'ils ont des objectifs différents, ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Ils combattent le même adversaire, mais pas pour les mêmes raisons. Mais néanmoins, ils se rendent compte qu'ils ont un adversaire commun, et ils échangent des informations. Et il y a beaucoup d'informations qui parviennent aux services de renseignement russes, qui en réalité proviennent du mouvement de résistance ukrainien. Cela signifie donc que l'épuisement des forces sur la ligne de front a également un impact en profondeur au sein de la société ukrainienne, dans son ensemble. Et cela contribue à l'affaiblissement du gouvernement de Kiev. Et c'est, je pense, un aspect très important, même si nous ne le voyons peut-être pas. Et je pense aussi que nous avons des informations limitées sur ce qui se passe en Ukraine, parce qu'il y a une répression très forte. Le SBU est extrêmement actif. Vous avez en quelque sorte des activités de contre-terrorisme. Enfin, ils appellent ça contre-terrorisme, mais c'est en réalité plutôt des actions de type contre-guérilla, pour lutter à la fois contre ces mouvements ukrainiens et contre le mouvement de résistance russe. Donc, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'y passe, mais cela a lieu, et cela fait partie de l'ensemble du tableau que les Russes ont. Et lorsque les Russes, par exemple, essayent de localiser toutes ces usines, vous savez, les usines de drones ou d'autres usines,
parce que j'ai mentionné auparavant que certaines entreprises occidentales ont tenté d'établir des usines en Ukraine. J'ai mentionné Rheinmetall. Bien sûr, il n'y aura pas de grande usine, d'énormes usines ou des choses de ce genre. Cela sera dispersé dans différentes petites usines. C'est un processus extrêmement complexe et il est également très difficile de localiser où se trouvent ces usines. Une grande partie des informations concernant l'emplacement de ces usines est en réalité transmise aux Russes par le mouvement de résistance. Et il s'agit principalement du mouvement ukrainien, si l'on parle de ce qui se passe dans la partie occidentale de l'Ukraine. Je veux dire Lviv, Rivne et tout cela. Toutes ces régions sont des zones très nationalistes. Mais ce sont aussi les endroits où se trouve le mouvement de résistance ukrainien. Et cela, en fait, aide l'information parvient aux Russes. Et d'ailleurs, j'ai récemment lu, c'est très intéressant, que même dans la région la plus nationaliste d'Ukraine, il y a des gens qui commencent à penser que Kiev devrait arrêter, car l'Ukraine pourrait disparaître. Et donc, pour des raisons nationalistes, ils aimeraient que Kiev négocie avec les Russes. Cela signifie qu'il y a aussi une opposition qui se forme au sein même du mouvement nationaliste en Ukraine. C'est donc très paradoxal et très mal compris en Occident. Mais je pense que la stratégie utilisée par les Russes, afin d'affaiblir les forces ukrainiennes sur la ligne de front et à l'arrière également, a de fortes implications et un impact important sur la société ukrainienne dans son ensemble. Et cela contribue à l'affaiblissement du régime, si je puis dire, à Kiev. Eh bien, cela a du sens, je suppose, cette opposition nationaliste à Zelensky. Car, encore une fois, la guerre est en train de détruire l'Ukraine. Non seulement ils perdent du territoire, mais toute une génération d'hommes est en train de disparaître. Même si l'on veut reconstruire le pays après cette guerre, ce qui sera une tâche très difficile, il faut encore que des hommes soient vivants. Se combattre jusqu'au dernier homme n'est pas automatiquement une position patriotique à adopter. J'ai d'ailleurs pensé à ce que tu disais à propos des centres de recrutement, car il semble que dernièrement, les Russes ont intensifié leurs efforts pour attaquer aussi ces centres. Et j'ai pensé que cela pouvait avoir un double effet. Oui, d'un côté, ils peuvent ralentir le recrutement. Mais s'il y a une bataille pour gagner les cœurs et les esprits, je suppose que c'est précisément ce type de cible qui pourrait susciter le plus de sympathie au sein de la population ukrainienne. Vous avez tout à fait raison. Et j'ai dit que les attaques contre ces soi-disant TCC, qui sont les centres de recrutement, beaucoup d'informations sur ces centres proviennent en réalité de la résistance ukrainienne. C'est quelque chose que nous ne voulons pas comprendre en Europe, car nous tenons encore à cette image d'une Ukraine unie contre les Russes. Et souvenez-vous, au tout début du conflit, surtout dans les médias français, on disait que les Ukrainiens n'accepteraient jamais aucune forme d'occupation russe et qu'ils se battraient dans les territoires occupés. En réalité, nous constatons que ce n'est absolument pas le cas. Les Russes ont probablement anticipé une forme de mouvement de résistance, disons-le ainsi, et ils ont très rapidement reconstruit le pays. Des villes comme Mariupol, par exemple, ont été reconstruites et modernisées à une vitesse impressionnante, avec d'immenses centres commerciaux et ce genre de choses, afin que la population puisse percevoir un avantage à être gouvernée par les Russes, si je puis dire. Même si une grande partie de la population de cette région d'origine russe, en fait, ils ont de la famille en Russie, ils ont en réalité été soumis à cela. Je pourrais même dire qu'il s'agissait jusqu'à présent davantage d'une occupation ukrainienne que d'une occupation russe aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il est peut-être très politiquement incorrect de le dire, mais néanmoins, le fait est
que les Russes ont tout fait pour rendre la vie dans les endroits qu'ils occupent bien meilleure. Ils ont amélioré le réseau routier. Vous savez, j'étais en Ukraine en 2014 et le réseau routier était absolument terrible dans le sud. Il était très difficile de rouler même sur l'autoroute à pleine vitesse parce qu'il y avait des trous partout sur la route. Elle n'était pas entretenue. Elle était en très mauvais état et nous n'étions pourtant pas encore en guerre. Donc, tout ce que les Russes ont construit dans la zone qu'ils occupent est utilisé comme une sorte de vitrine pour le reste de l'Ukraine. Et c'est très intéressant, car beaucoup de gens, même à Odessa par exemple, Odessa est essentiellement une ville russe, mais il y a une forte présence ukrainienne. C'est aussi un endroit où il existe un mouvement de résistance ukrainien très fort contre Kiev. Et tout ce mouvement de résistance, comme vous l'avez justement dit, a en fait été déclenché par la conscription forcée. J'ai également interprété les attaques contre ces centres par les Russes comme vous l'avez dit, une opération de conquête des cœurs et des esprits. Absolument. Eh bien, j'y pensais justement. Oui, pas seulement aux attaques, mais aussi à la capacité de reconstruire les régions. Je pense que cela coïncide un peu avec le changement de rhétorique à Moscou. Lorsque la guerre a commencé, on parlait beaucoup, vous savez, de régions fraternelles, peuples frères. L'OTAN s'est interposée. Essayons de trouver un règlement à tout cela. Mais à mesure que la guerre d'usure se prolonge et que la Russie ne voit aucune issue politique, elle vise davantage le territoire. Et la rhétorique a un peu changé. On entend donc maintenant davantage parler de l'Ukraine comme d'un État essentiellement artificiel. Donc j'imagine, comme vous l'avez suggéré, qu'il s'agit aussi de la capacité à présenter cela comme l'Ukraine était une expérience ratée. En réalité, ils ont eu plus de 30 ans pour développer le pays. Cela n'a pas fonctionné. Rien n'a été modernisé. Et maintenant, lorsqu'ils reviennent effectivement dans le giron de la Russie, ils sont immédiatement modernisés, remis à niveau, et les anciens problèmes disparaissent. Je veux dire, cela pourrait être un argument puissant pour vendre les annexions aux Ukrainiens. Je ne dis pas que la majorité va adhérer à cela, mais cela semble être le type de Russie chez Ostrangsior à promouvoir. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et le fait est que je pense que Volodymyr Zelensky a commis une énorme erreur en 2021 lorsque cette loi a été adoptée par le Parlement le 1er juillet, à savoir la loi sur les peuples autochtones d'Ukraine, qui définit en fait qui a le droit d'être considéré comme autochtone en Ukraine ou non. Et la loi précise très clairement que les Russes ne sont pas considérés comme un peuple autochtone d'Ukraine. En conséquence, et cela a été dit par divers députés après le vote, après l'adoption de la loi, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire juillet 2021, les Russes, ou plutôt les citoyens d'origine russe, ne bénéficieraient pas des mêmes droits humains et des mêmes droits prévus par la Constitution ukrainienne que les autres peuples autochtones d'Ukraine. Cela signifie que les Russes étaient alors considérés comme des citoyens de seconde zone. Et cela, en fait, crée une incitation pour toutes ces personnes d'origine russe à ne pas revenir, en tout cas, sous l'autorité de Kiev. En réalité, cette loi est devenue la justification pour laquelle les 4 oblasts que nous avons mentionnés précédemment. C'est la raison pour laquelle les Russes ne veulent pas rendre ces oblasts, car ils disent, eh bien, nous sommes venus, et c'est exactement ce que Vladimir Poutine a déclaré le 24 février. Il a dit, nous intervenons pour protéger la population russe en Ukraine. Et donc aujourd'hui, s'ils sont sous domination russe, cela signifie qu'ils seront considérés comme des citoyens normaux. That means they will be considered as normal citizens. If we return those oblasts to Kiev,
Si nous rendons ces oblasts à Kiev, ils seront considérés comme des citoyens de seconde zone. Et nous ne voulons pas faire cela. Ainsi, cette loi de juillet 2021 est devenue une sorte de piège pour Zelensky et le gouvernement ukrainien. En même temps, elle est devenue une incitation pour le gouvernement russe et pour les Russes ethniques en Ukraine à être sous domination russe. C'est un point très intéressant, car personne n'en a parlé. C'est précisément la raison pour laquelle personne ne mentionne cette loi en Occident. D'ailleurs, certains ont comparé cette loi aux soi-disant lois de Nuremberg de 1935, où les Allemands ont essayé de faire une distinction entre les Allemands ethniques et les non-Allemands ethniques, disons. Et cela inclut évidemment, ou vise en particulier, les Juifs, ce qui signifie qu'il y avait deux catégories de citoyens et qu'une catégorie n'avait pas les mêmes droits que l'autre. Et bien sûr, la loi en Ukraine n'est pas aussi sévère que la loi allemande de 1935. Quoi qu'il en soit, c'est le même esprit, c'est la même idée, accorder des droits aux individus en fonction de ce qu'ils sont et non de ce qu'ils font. Et cela, pour des gens comme moi en Suisse, où nous avons 3 voire 4 ethnies différentes, est impensable. Avoir une loi qui fait une distinction entre les Suisses alémaniques, les Suisses romans, les Suisses italiens ou les romanches. C'est quelque chose d'absolument impensable. Et dans un pays démocratique, fondé sur l'état de droit, on ne peut pas avoir ce genre de distinction entre les individus. Mais même si ce n'est pas aussi sévère qu'on pourrait le penser, la loi en Ukraine établit cette différence. Et c'est fondamental. Je pense que cela contredit toutes les déclarations en Occident affirmant que l'Ukraine est démocratique et tout cela. Car lorsque l'on commence à faire une distinction entre ses citoyens sur la base de l'ethnie, on n'est plus dans ce que nous considérons comme les valeurs de nos États. Je pense que de toute façon, nous avons dépassé ce stade. C'est un aspect très important de la situation. Et je pense que cela alimentera de plus en plus le discours russe. Et souvenez-vous, cette carte que Medvedev a publiée, il y a probablement 2 ans, quelque chose comme ça, il a fait une carte, bien sûr, qui était provocatrice, comme il le fait habituellement. Mais il a dessiné une carte de ce à quoi l'Ukraine pourrait ressembler, et il montrait l'Ukraine réduite à une toute petite portion de territoire au centre, parce qu'il anticipait que la Transcarpathie, par exemple, serait rendue à la Hongrie et à la Roumanie, et qu'une partie de la Galicie serait rendue à la Pologne, et que la partie russophone serait rendue à la Russie. Par conséquent, la partie ukrainienne serait réduite à quelque chose d'extrêmement petit. Et nous nous dirigeons probablement vers quelque chose comme cela, d'ailleurs. Encore une fois, il est sans doute trop tôt pour faire ce genre d'évaluation. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions au moins envisager lorsque nous commençons à réfléchir à la manière dont nous voulons mettre fin à ce conflit. Parce que s'il n'y a pas de mouvement vers un processus de négociation, alors nous pourrions finir par arriver à un point où l'Ukraine, si elle ne disparaît pas, sera au moins fortement diminuée. La question des minorités, c'est un aspect que nous avons tendance à ignorer en Occident. Mais si l'on se place, disons, simplement du point de vue hongrois, c'est précisément la raison pour laquelle la Hongrie a toujours refusé de laisser transiter des armes sur son territoire à destination de l'Ukraine. Parce que la minorité hongroise en Ukraine a constamment été soumise à des exactions de la part des nationalistes ukrainiens depuis 2014. Cela a fait l'objet de plusieurs plaintes de la Hongrie auprès du Conseil de l'Europe, car ils s'attendaient à ce que l'Europe prenne des mesures pour protéger cette minorité. La minorité roumaine est probablement trop petite pour avoir un quelconque impact.
Mais les Hongrois ont été extrêmement inquiets de la situation de leur propre minorité. Donc, si nous arrivons à une situation où il y a une décomposition du gouvernement à Kiev, ils pourraient bien revendiquer ces territoires, et il se pourrait même qu'ils déclenchent un mouvement en Transcarpathie, des mouvements qui revendiquent ou souhaitent être réintégrés à la Hongrie. Je ne sais pas. Je veux dire, nous sommes maintenant dans une réflexion totalement spéculative. Mais le problème, c'est que parce que nous ignorons cela maintenant, nous pourrions arriver au point où ces spéculations deviennent réalité. C'est pourquoi, à mon avis, nous devons être plus prévoyants lorsque nous parlons de ce genre de choses, ou que nous envisageons la fin du conflit en termes de négociations. Eh bien, pour revenir à Oleksiy Arestovitch, désolé, l'ancien conseiller de Zelensky, il a en fait un commentaire similaire à de nombreuses reprises. En aliénant ou en qualifiant des millions de leurs propres citoyens de seconde zone, ils ont perdu la loyauté de beaucoup de personnes qui auraient pu être des soutiens et des défenseurs fidèles de l'Ukraine. Au lieu de cela, cela ne les a peut-être pas fait changer de camp, mais au moins cela les a amenés à remettre en question leur loyauté envers l'Ukraine. Mais aussi, à un autre niveau, il y a le silence complet des soi-disant démocraties libérales en Occident, qui sont censées défendre des principes clés qui devaient être placés au-dessus de la géopolitique. Il s'est avéré qu'elles ont fait comme si cela n'existait pas, que c'était en quelque sorte juste de la propagande russe ou autre chose. Ma dernière question concerne la solution ici ou la fin de la guerre. Pensez-vous que le temps d'un règlement pacifique est révolu? Est-ce que cela va se résoudre par une solution militaire? Pour être honnête, je ne pense pas qu'un tel conflit puisse être résolu uniquement par une action militaire. Je veux dire, souvenez-vous de Josep Borrell, l'ancien chef du service européen pour l'action extérieure, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, si vous préférez. Il disait que ce conflit se terminerait sur le champ de bataille. Et bien sûr, c'était la position européenne, parce qu'il considérait que l'Ukraine l'emporterait et vaincrait donc décisivement les Russes. Je ne suis pas sûr que les Russes voient le problème de cette façon. Et c'est la raison pour laquelle ils ont toujours été ouverts à toute solution politique au conflit. À mon avis, on ne peut pas résoudre un tel conflit uniquement par la force. Lorsqu'il y a des questions d'ethnicité et ce genre de problème, on ne peut pas régler cela uniquement militairement. Vous pouvez probablement résoudre un conflit militairement lorsque le problème est uniquement matériel ou physique, si vous voulez prendre un territoire ou des choses de ce genre. Mais dès qu'il y a un élément ethnique dans la logique des acteurs, alors il faut que ce soit quelque chose sur lequel les deux parties s'accordent. Et donc, je pense que nous n'éviterons pas une solution politique. La question est de savoir à quel moment. Vous voyez, en avril 2022, nous aurions pu atteindre un point où une solution politique était acceptable et agréée par les deux parties. Mais l'Occident, et non les Ukrainiens, car je vous rappelle que cet accord d'avril 2022 est venu à l'initiative des Ukrainiens et non à l'initiative des Russes. Par conséquent, les Ukrainiens ont compris à ce moment-là, ou du moins Zelensky l'a fait. Le problème, c'est que les Européens ont refusé cela. C'est donc extrêmement étrange. Et les Européens ont en fait été, et sont toujours, opposés à toute forme de négociation. Mais le problème, c'est que les Russes l'ont compris. Et maintenant, ils disent, d'accord, vous ne voulez pas de négociation? Alors, nous allons augmenter la pression jusqu'à ce que vous soyez forcés de négocier. Et comme je l'ai dit précédemment, le premier signe de cela est ce mouvement que l'on observe au sein de l'Union européenne. Et souvenez-vous que le Premier ministre slovène a récemment déclaré que l'Union européenne devrait avoir une équipe
qui commencent à réfléchir à une négociation avec la Russie. Donc ce ne sont même pas les Slovaques, mais les Slovènes. Nous voyons donc qu'au sein de l'Union européenne, les lignes bougent un peu et que les gens commencent à réfléchir. Ensuite, il y a eu cette discussion en mars de cette année sur la possibilité d'avoir une sorte de représentant de l'Union européenne pour ouvrir un dialogue avec la Russie. Et lorsque Kaja Kallas a suggéré quel pourrait être ce point de contact, le Premier ministre Sanchez d'Espagne a répondu « Vous plaisantez, ce n'est certainement pas vous qui serez le premier point de contact avec la Russie. Ce n'est pas possible. » Puis, Emmanuel Macron s'est proclamé comme ce point de contact. Il n'a rien fait jusqu'à la semaine dernière environ, et maintenant, il a commencé la négociation. Mais encore une fois, comme il ne comprend pas la nature du conflit, cela n'a mené à rien. Mais au moins, cela montre que les Européens ont compris qu'il arrivera un moment où la négociation sera inévitable et que plus ils attendent, moins ils auront le choix du moment où ils voudront entamer cette négociation. Et aujourd'hui, clairement, les Russes maîtrisent le calendrier, et cela ne fera que s'accentuer avec le temps. Si les Européens veulent avoir une chance d'avoir leur mot à dire dans ce processus, ils doivent agir très rapidement. Mais ils ne sont pas prêts à le faire. Et agir rapidement, ce n'est pas seulement appeler la Russie sans tarder, c'est aussi prendre conscience que la situation a changé et qu'on ne peut plus avoir les mêmes exigences envers la Russie qu'il y a probablement 2, 3 ou 10 ans. Les exigences ont changé parce que la situation a changé sur le terrain. Et aujourd'hui, comme on dit en français, les Russes tiennent le couteau par le manche. Cela signifie qu'ils contrôlent la situation et cela ne fera que s'accentuer avec le temps. Donc plus on attend et plus les Européens attendent et essayent d'éviter toute discussion entre l'Ukraine et la Russie, plus ils attendent sur ce point, plus cela renforcera le pouvoir de la Russie. Et c'est quelque chose qui aurait pu être identifié. Dans mon premier livre sur le conflit, Opération Z, j'en parlais déjà. Le livre a été publié à l'automne 2022, parce que c'est exactement ce que l'on pouvait anticiper en se basant sur la situation sur le terrain à ce moment-là. Parce que l'armée ukrainienne avait déjà été épuisée en mai ou juin 2022. C'est la raison pour laquelle Zelensky est venu en avril, juste avant que l'armée ne soit complètement détruite et qu'ils doivent compter sur l'aide occidentale. Et avant d'en arriver là, Zelensky voulait parvenir à un accord. C'est pour cela qu'il est venu à la mi-mars pour discuter avec les Russes. Les Européens ne voulaient pas de cela. Donc ce qui devait arriver est arrivé. Cela signifie que Zelensky lui-même a déclaré en juin 2022 qu'à partir de ce moment-là, c'était début juin 2022, il a dit qu'à partir de ce moment, nous dépendons exclusivement de l'aide militaire occidentale. Cela veut dire que l'ancienne armée ukrainienne avait été détruite et la situation s'est aggravée en 2023 et en 2024. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Car désormais, les Occidentaux n'ont plus la capacité de soutenir, tout simplement parce qu'ils n'ont plus l'équipement. Et c'est tout le débat que nous avons avec tous ces patriotes, intercepteurs, missiles HIMARS, Stinger et tout cela. Vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui même, les États-Unis, qui étaient autrefois le soi-disant arsenal de la démocratie, n'ont plus la capacité de soutenir à la fois Israël et l'Ukraine. Et si l'on met les deux en balance, Israël aura toujours la priorité sur l'Ukraine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par conséquent, nous sommes dans une situation où, à mesure que le temps passe, les Ukrainiens vont en réalité se retrouver dans une position délicate. En fait, dans une impasse. Et c'est exactement là où les Européens mènent l'Ukraine aujourd'hui. Ils les conduisent dans une impasse. Et ce serait tragique pour l'Ukraine.
and that would be tragic for Ukraine. Tout à fait d'accord. Eh bien, colonel Baud, merci beaucoup d'avoir été aussi généreux de votre temps et d'avoir partagé vos analyses. Merci encore. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Thank you.